Nous, on a une plasticité qui est très importante, mais qui est en train de toucher ses limites. Donc oui, je ne sais pas quels sont mes collègues qui ont parlé ce matin, mais on est tous dans le même état d'esprit. C'est-à-dire on est inquiet et on n'est pas rassuré du tout par ce qui va se passer dans les jours qui viennent. C'est pas dans un mois, c'est dans les jours qui viennent. On est au bout de ce qu'on peut faire en termes d'admission de patients en réanimation. On continue à réouvrir, à pousser les murs. C'est au prix de la déprogrammation. Et déprogrammer, c'est déjà choisir quel patient est-ce qu'on soigne et quel patient est-ce qu'on soigne pas. Et quand on sera au bout de ça, on sera débordé. Donc on ne pourra pas prendre en charge tout le monde. Et de toute façon, même quand on prend en charge tout le monde, il faut se mettre quelque chose dans la tête clairement, c'est que les patients qui sont admis en réanimation, la mortalité en France comme à l'étranger, elle est entre 25 et 30%. Donc la seule façon d'éviter des morts, c'est d'éviter les contaminations pour éviter les passages en réanimation. On a effectivement des patients qui sont plus jeunes, qui ont moins de comorbidités, on a plus de femmes et on a des formes plus sévères. Quand vous entendez ça, Axel Kahn, vous vous rangez du côté du professeur Constantin, vous dites il va falloir faire quelque chose d'autre, il va falloir aller plus loin que ce que l'on fait aujourd'hui? En fait, c'est même trop tard. Imaginons que l'on prenne des mesures tellement rigoureuses qu'il n'y a plus une seule contamination. Les chiffres de Santé publique France, dans 2 jours, annoncent contamination 0. La situation continuerait de s'aggraver dans les réanimations pendant 15 jours. Et la mortalité continuerait d'être très élevée, voire de s'aggraver pendant 1 mois. Nous sommes dans un système qui a une inertie importante, mais cette inertie, on ne la découvre pas. Elle est parfaitement connue. Et par conséquent, décider de mesures qui sont par ailleurs pas du tout à la hauteur de la situation, alors que l'on est déjà dans cette situation, ne peut en aucun cas convenir. Ce que dit mon collègue est une totale évidence. Mais il faut ajouter un autre point, c'est que rien de ce qu'il vit, qui va devenir en fait largement aussi catastrophique que lors de la première vague, avec 2 différences importantes, c'est que vu que toutes les régions sont à peu près touchées, on ne peut plus faire de manière importante des évacuations sanitaires et on ne peut plus compter sur le renfort de soignants et de médecins d'ailleurs. C'est faux, les réanimations ne sont pas du tout saturées dans toutes les régions, ça c'est pas vrai. Non, elles ne sont pas saturées, mais on n'est pas du tout dans la même situation où il y avait des régions qui étaient totalement libres, alors que là, le taux de contamination est en train d'augmenter partout. Il n'est pas encore très important dans le Finistère, mais en Bretagne par exemple, déjà les Côtes d'Armor sont assez élevées et il y a une situation qui progresse dans toute la France. C'était pas vrai au mois de mars, mai 2020. Géraldine, sur ce point-là. Non, qu'elle progresse, oui, mais on n'est pas encore... moi, je suis étonnée. Enfin, on a 4650 patients en réanimation ce soir, 1386 en Île-de-France. On était monté à 2700 au mois de mars dernier. Donc, je dis pas du tout que rien n'est grave. Simplement, on n'est pas non plus, et je pense que c'est ce que parie le gouvernement, on n'est pas encore non plus à cette situation. Le taux de reproduction du virus, il reste autour de 1, il est un petit peu au-dessus, et c'est le pari que fait depuis janvier le gouvernement de se dire tenir jusqu'au vaccin. Bon, il apparaît que cela n'est pas possible, je suis désolé, risqué. Cela n'est pas possible. Je veux dire, si on va tenir, de toute façon, que voulez-vous, on va forcément tenir. C'est-à-dire que Paris ne va pas être rayé de la carte, bien évidemment. C'est-à-dire que, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va tenir. Mais la situation réelle dans les endroits où on reçoit, où on soigne les personnes aujourd'hui dans l'évolution, nous met dans une situation aussi catastrophique, plus que lors de la 2e vague, mais elle était relativement modérée, et il y a de fortes probabilités qu'on arrive à une situation type la première vague. Mais dans ce livre, vous répondez à ceux qui vous critiquent en disant arrêtez de réclamer toujours plus de mesures, on n'en peut plus, etc. Moi, il faut qu'on vive. Mais simplement, vous dites, toutes ces dispositions ont pour objectif de limiter le basculement dans la situation la plus dénuée de liberté de toutes, la mort des personnes concernées et de toutes les autres. Vous dites que l'alternative, c'est la mort pour certains. C'est-à-dire que je discute, c'est important, c'est qu'il y a une grande discussion sur un état, on va dire pratiquement de dictature sanitaire, avec une entrave considérable aux libertés. Et je rappelle quel est l'intitulé du 4e article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui. Il y a chez les libéraux de 1789 les deux composantes de la liberté individuelle et également l'organisation collective pour respecter les libertés individuelles de la collectivité. Et rien ne nuit plus effectivement à la liberté d'autrui de le contaminer, de le rendre gravement malade, éventuellement de le tuer. Et donc les mesures sanitaires n'ont jamais été en réalité une contradiction avec la notion de liberté telle que les révolutionnaires libéraux de 1789 l'entendaient. Et donc, il faut naturellement qu'il y ait une balance, il faut qu'il y ait une surveillance, mais il est totalement illégitime de hurler à la dictature sanitaire. Mais revenons à ce que vous disiez tout à l'heure, il est déjà trop tard, vous dites. Trop tard, selon vous non, je veux dire trop tard, tout va pas s'écrouler. Je veux dire, il est trop tard pour éviter la catastrophe, c'est tout. Mais on peut quand même essayer d'en diminuer l'impact. Quelles mesures il faudrait prendre, soit demain avec la conférence de presse d'Olivier Véran, soit... on en a une ce soir qui s'est imposée à l'une de l'actualité avec cette proposition de Valérie Pécresse qui est de dire il va falloir avancer les vacances, il faudrait avancer les vacances en Île-de-France de 15 jours, c'est-à-dire oui, ça c'est une bonne proposition parce que aujourd'hui tout le monde le sait. On ne le dit pas encore, certains ne le disent pas encore crûment, mais tout le monde le sait. L'un des foyers principaux de contamination sont les écoles et les lycées. Voilà, c'est absolument clair. Le taux d'incidence dans les écoles est nettement plus élevé encore que le taux d'incidence en dehors des écoles. J'ai eu vent de certains tests qui sont faits dans certaines écoles de PCR, en l'occurrence, dont les résultats sont assez étonnants. Vraiment assez étonnant. Et on voit très bien quel est le mécanisme. C'est-à-dire les enfants s'infectent, sont infectés, ils sont en famille où il n'y a plus de gestes barrières, bien évidemment, donc ils affectent les adultes qui sont moins résistants au point de vue sanitaire qu'eux-mêmes, etc., etc. Mais je suis tout à fait d'accord que, en revanche, l'arrêt des écoles a un poids considérable pour les élèves qui sont les plus défavorisés d'un point de vue socio-économique, qui n'ont pas les ordinateurs, qui n'ont pas l'aide pédagogique de leurs parents aussi facilement, qui n'ont pas les grands appartements pour travailler à plusieurs. Il n'empêche que, d'un point de vue sanitaire, malheureusement, je crains que l'on ne soit amené à en arriver là. Ça sera une différence. Ce que l'on a décidé jusqu'à présent par rapport aux anciennes mesures, entre vous et moi, il faut appeler un chat. C'est peanuts, quoi. Et s'il y a une mesure... C'est-à-dire la fermeture des commerces, par exemple, de certains commerces. Pas des commerces, des fringues et des godasses. Il n'y a que ça, pratiquement. Les fringues et les godasses. Mais ça n'est pas les achats de fringues et de godasses, vraiment, qui étaient les lieux majeurs de la contamination. Il y a une mesure qui est importante, mais pas pour les Parisiens, pour les autres. C'est que on est plus contaminé en région parisienne que presque partout ailleurs. Et le fait d'interdire les déplacements entre régions, ça avait été extrêmement efficace pour limiter la pandémie, l'extension de la pandémie en mars 2020, et ça va être efficace pour, on va dire, ralentir l'aggravation de la situation en province, dans les provinces qui ne sont pas trop. Mais le reste, pour l'instant, c'est absolument peanuts, quoi. Donc, quand vous voyez cette situation, quand vous voyez que nous sommes, je crois, ce soir à 563 de taux d'incidence en Île-de-France, voilà, quand vous voyez la situation, en effet, la question n'est pas tellement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus. La question est qu'est-ce que l'on va pouvoir faire. Juste, parce que c'est l'une des informations de la soirée, 3 départements de plus devraient basculer dans ce confinement peanuts, ça ne va pas échapper. Comme vous disiez tout à l'heure, Rhône, Aube et Nièvre. On attend la confirmation demain du porte-parole du gouvernement. Vous dites dans ce livre, et c'est le point de départ du livre, vous donnez cette phrase de votre père qui vous disait « Sois raisonnable et humain », et vous passez dans ce livre j'allais dire, votre vie au révélateur de cette phrase-là. Est-ce que vous avez réussi à rester raisonnable, à être raisonnable et humain? Être raisonnable et humain, c'est aussi, d'une certaine manière, ce qu'a dû essayer de faire le gouvernement, le président de la République, tout au long de cette crise. Certainement, mais c'est plus compliqué que cela encore. Le président de la République et le personnel politique n'écrivaient pas de livres. Et donc, il n'était pas simplement à se demander est-ce que j'ai été raisonnable et humain.
il se demandait également, est-ce que j'ai des chances d'être réélu en 2022 ? Et ça, c'est hors, si vous voulez, de l'injonction et du questionnement moral. D'ailleurs, je reconnais dans ce livre, je parle longuement du problème de l'introduction de l'éthique dans la réalité de la vie politique, de la perspective du bien dans la réalité de la vie politique. Oui, vous dites que l'éthique hors sol, c'est facile. L'éthique, une fois qu'on la confronte à la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. L'éthique, c'est dans le monde, même si on regrette réellement ce qu'il est devenu, si on le combat. Il n'empêche que si on n'essaye pas de suivre la perspective du bien dans ce monde réel, non pas ce monde idéal, c'est comme si on ne faisait rien. J'ai utilisé le terme de peanuts tout à l'heure, ça c'est peanuts. Mais professeur, là vous dites les décisions c'est aussi un peu à l'aune de 2022, c'est-à-dire par exemple la décision de ne pas reconfiner le 29 janvier, vous pensez qu'elle est liée à c'est pas moi qui pense, tout le monde politique. Le pense. Vous êtes gonflé de me poser cette question. Vous êtes gonflé. Ça pour le coup, la totalité des questions. La totalité des journalistes le pensent. Et oui, mais je comprends bien d'une certaine manière qu'un homme politique désire être réélu. C'est pas malsain d'une certaine manière, honnêtement. Quand même, voilà. Et donc, en pleine crise sanitaire, cela intervienne dans sa stratégie. À un moment donné, il a dit, d'ailleurs Madame Wössner a longuement insisté sur cette totale intolérance au confinement et aux mesures, cette exaspération. Et il a dit, et pour l'instant ça a marché, on va voir pour l'avenir, mais d'un point de vue purement sondage d'opinion, il a dit, je vais apparaître pour celui qui va sauver les Français de la cuillerée de plus d'huile de foie de morue de confinement. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui va me valoir une bonne popularité. Banco, ça a marché. Bon, ça a marché. Je voulais vous soumettre le slogan, le dernier slogan en date imaginé par le gouvernement, par le Premier ministre, « Dedans avec les miens, dehors en citoyen ». On a cherché, Jean Castex l'avait tweeté ce slogan, mais en fait personne ne le reprend au gouvernement, on l'a cherché dans les interviews de ces derniers jours. Non, on ne retient pas. Et surtout, ce n'est pas le premier slogan qui est mis sur la table par le gouvernement depuis le début de l'épidémie, regardez. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Dès la semaine prochaine, notre stratégie tester, alerter, protéger sera amplifiée. Courir le risque d'avoir tenu ensemble si longtemps en vain. Nous devons encore tenir ensemble. C'est une troisième voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer. Voilà. Vous avez une préférence dans tous ces slogans, Axel Kahn ? Restez chez vous, non ? Oh, que voulez-vous ? Restez chez vous, c'était pas mal. Et également, tester, tracer, isoler, protéger. Au moins, c'était opérationnel. Voilà. Si vous me demandez de faire mon choix, je prends ces deux objets-là. Le problème du testé, tracé, isolé, il n'a pas trop marché quand même. C'est parce qu'il n'a pas marché qu'il est devenu le testé, alerté, protégé. Voilà. Il n'a pas marché parce qu'on n'a pas voulu isoler. Il y a eu une grande polémique sur les mesures que l'on mettait en œuvre pour isoler. Et surtout, il n'a pas marché parce que pour qu'il marche, ça il faut se le rappeler, il faut que le taux de contamination soit bas. On ne peut pas le faire au-dessus de 50 de taux d'incidence. Après le confinement Absolument. C'est la grande erreur. Il aurait pu marcher, mais là on n'avait pas assez de tests, etc. Mais surtout, toute la stratégie, c'était, si vous voulez, de prolonger les vacances d'hiver, les vacances de Noël, ou alors se servir des vacances de février, pour terminer le boulot qui avait été débuté par le confinement de novembre, tomber à 50, si vous voulez, de taux d'incidence, et là, avec les capacités que nous avions vraiment d'appliquer la stratégie du tester, tracer, isoler, protéger, éviter ou ralentir énormément la remontée du virus. Oui. C'était ça, la stratégie qui était raisonnable. Je voulais vous donner un chiffre qui vient de s'afficher sur les écrans de BFM TV, ce chiffre donné ce soir à l'instant par Santé publique France qui annonce 65 373 nouveaux cas enregistrés en 24 heures en France. C'est beaucoup plus que ces derniers jours. Un bug informatique. Voilà, c'est ce que j'allais préciser tout de suite. Il faut faire attention parce qu'il y a eu des anomalies. Voilà, il peut y avoir des rattrapages. Oui, il y a eu des jours que c'était très très bas. Là, il y a eu des jours. Voilà. Ça faisait 2 jours qu'on n'avait pas de chiffres. Voilà. Mais si vous voulez, je ne vais pas le prendre en considération en tant que tel, et peu importe d'une certaine manière. On ne va pas faire de la microsémiologie, comme certains le font. D'ailleurs, je me moque d'eux, en commentant le moindre oscillement de tous ces paramètres. Mais il fallait préciser les choses. Elle est mauvaise. La cinétique, elle est mauvaise, et elle est mauvaise de manière totalement normale. Les souches antérieures ont été remplacées par une souche
qui est 1,6, 1,7 fois plus infectieuse et qui, de plus, est 60% plus dangereuse. Et il était inéluctable que les choses se passent comme cela. Inéluctable. Axel Kahn, on a beaucoup parlé de Covid, il y a des choses plus inattendues dans ce livre, des sujets sur lesquels